l'intérêt aussi de cet après-midi, c'est de bien évidemment mettre sur scène des gens d'horizons et d'origines diverses pour nous parler donc de cette fonction d'entraîneur. Alors, et d'éducateur. On va maintenant donner la parole à Nicolas Damon. Nicolas Damon donc, a un parcours qui est très très riche et qui donc est actuellement éducateur d'une équipe de 17 ans nationaux. Hein. Donc pour ceux qui pratiquent, vous savez que c'est le plus haut niveau en France pour les jeunes de cette catégorie. Mais en même temps, c'est quelqu'un qui a fait un travail sur les éducateurs qu'on va appeler pour l'instant, mais peut-être qu'on pourra affiner notre terminologie, urbains. Hein, c'est-à-dire tous les éducateurs, et il y en a de nombreux dans les grandes ligues comme la Ligue de Paris, la Ligue du Lyonnais, la Ligue du Nord, la Ligue de Méditerranée, où il y a énormément de joueurs, où il y a énormément de jeunes, où il y a énormément de gens qui viennent pas forcément donc de milieux extrêmement favorisés. Et depuis un certain nombre d'années, enfin, en tout cas, le football a toujours été une pratique prédominante, primordiale pour ces jeunes. Et on voit, et c'était un petit peu la thématique, et qui est absolument concordante avec ce qu'a dit Pascal François, émergence hein, de jeunes éducateurs qui ont affaire parfois à qui ont des parcours intéressants et qui ont des parcours différents et qui ont parfois affaire aussi dans leur mission certainement plus loin que le football. Hein, voilà. Donc Nicolas, en plus, a un parcours et universitaire et footballistique très, très riche et très éloquent. Donc je n'en dirai pas plus et je te cède la parole entre 20 et 25 minutes. Donc je serai pareil que tout à l'heure. Il y a les petits cartons qui fleurissent à un moment. Ok. Voilà. Merci. Donc bonjour à tous. Avant de commencer, l'idée était pour moi d'essayer de faire un petit détour, on va dire, dans l'histoire, c'est-à-dire essayer de montrer comment ceux qu'on a appelés les éducateurs de banlieue, c'est comme ça que je vais les appeler, il y a une certaine forme de continuité avec ce qu'on a appelé dans les années 80 les grands frères, c'est-à-dire des gens recrutés dans les quartiers populaires, notamment dans la France des années 80. C'est-à-dire que voilà, on recrute des éducateurs dans les quartiers populaires pour faire face aux violences urbaines et on vient réactiver ce que je vais appeler le mythe du sport intégrateur, justement afin d'essayer de lutter contre les formes d'exclusion sociale très présentes donc dans les banlieues. Ça, c'est la première chose. Le sport, et le foot en particulier, devient alors un nouveau mode d'occupation qu'on va mobiliser en vue d'essayer d'encadrer, alors j'ai souligné, mais la jeunesse, on va dire au départ masculine, puisque c'est elle qui était identifiée comme posant problème, donc masculine, des quartiers populaires, en essayant justement de mettre fin à leur comportement déviant. Alors, ce qu'on peut dire, c'est que au départ, ce mariage entre, comment on pourrait dire, structure socio-culturelle et sport a été un mariage compliqué, puisque voilà, les mouvements d'éducation populaire trouvaient que l'idéologie sportive, qui reposait sur, comment on pourrait dire, qui reposait sur l'élitisme un petit peu, posait problème pour les mouvements d'éducation populaire. Mais ils se sont retrouvés face à un problème, ils avaient du mal à attirer le public des quartiers populaires. Et donc, avec le fait que le sport et le football en particulier se popularisent, à un moment donné, ils ont été obligés de se tourner vers le sport pour pouvoir attirer, on va dire, ces jeunes habitants des quartiers populaires. Donc, pour proposer cette nouvelle activité, ils ont été obligés de recruter du nouveau personnel, d'embaucher du nouveau personnel, du personnel qui avait des compétences donc, dans le domaine du sport. Et très très vite, un des choix qui a été fait, c'est de se tourner vers des habitants des quartiers populaires un peu plus vieux, ceux qu'on a appelés les grands frères,
et sur lesquels, enfin, ça repose selon moi sur une double croyance, qui est une première croyance, c'est de penser qu'à partir du moment où on vient soi-même de quartiers populaires, on est sans doute plus à même de comprendre la jeunesse des quartiers populaires, et donc de mieux encadrer le public ciblé par les animations. Et celle ensuite, le fait que la pratique sportive régulière de ces animateurs serait déjà le signe également d'une bonne intégration sociale, et donc ça pourrait servir de modèle pour le public dont ils ont la charge. Je reviendrai un peu plus tard sur ça, parce que bon, c'est une des raisons qui m'a permis aussi d'être légitime pour encadrer actuellement dans un centre de formation de foot. Mais voilà, je reviendrai un tout petit peu après. L'idée, c'était de montrer que, une petite anecdote, lors d'une assemblée générale de l'UNECATEF, donc je m'y rends, je rencontre aussi un éducateur qui était au PFC, voilà, et qui m'explique qu'il ne comprend pas qu'il n'arrive pas à intégrer un centre de formation et que les profils comme nous, n'ayant pas été joueurs professionnels, n'arrivent pas à intégrer des centres de formation parce qu'on serait tout à fait légitime, parce qu'on aurait la capacité, en ayant entraîné des gens de banlieue et en venant de banlieue, à pouvoir encadrer donc, des jeunes en centre de formation. Comme si cette caractéristique devait nous être reconnue pour entrer dans un centre de formation. Donc voilà, je voulais faire ce petit préambule et ce petit détour historique, on va dire. Maintenant, ma communication va s'organiser en deux temps. Une première, où je vais essayer de présenter mon propre parcours, pour essayer de comprendre d'où je parle un petit peu. Et je vais essayer dans un deuxième temps, de présenter le parcours d'un éducateur du club de Torcy, le club dans lequel j'étais auparavant. Et l'idée, c'est d'essayer de montrer que ce groupe éducateur urbain, éducateur de banlieue, n'est pas forcément un groupe homogène et qu'il y a différentes catégories. Alors, la première chose, on vous en a parlé, c'est-à-dire que l'idée que j'ai en même temps que passer mes diplômes, je suis en train d'écrire, de rédiger, alors ça fait un certain temps parce que j'ai un peu du mal à mener les deux en même temps, mais j'écris une thèse qui porte sur les modalités d'accès au football professionnel. En clair, sur la formation au métier de footballeur, en essayant de le regarder à partir des centres de formation d'abord, c'était beaucoup plus mon travail de master, et maintenant aussi à partir du club amateur dans lequel j'ai travaillé pendant près de 20 ans, donc l'US Torcy. Et l'idée principale, c'est d'expliquer que si je travaille dans et sur le football, c'est d'abord parce que j'y suis impliqué, on va dire émotionnellement. Puisque dès l'âge de 6 ans, donc pour faire un peu comme mes copains d'école, je me suis inscrit dans un club de foot. Je prends ma première licence dans le club de ma ville, donc à Torcy. J'y réalise toute ma carrière avec plein de guillemets, joueur de ligue, pas plus que ça. Donc école de foot, classe horaire aménagée, je joue au niveau ligue et j'intègre les équipes seniors. Très très vite, 2 ans après mon inscription, mon père devient d'abord dirigeant du club, puis trésorier, avant d'en devenir président. Voilà, et très très vite, il me pousse à prendre en charge une équipe de jeunes. Voilà, donc c'est ce que je fais très très tôt, puisque j'ai 15 ans lorsque j'entraîne ma première équipe, donc c'est la saison 98-99. J'entraîne une équipe le samedi parce que je passe au football du dimanche, voilà, tout simplement. Et donc, je commence avec une équipe qui est la catégorie poussin, ça n'existe plus, ça serait les U10, U11, si on devait s'y mettre maintenant. Et durant 5 années, je serai sur cette catégorie et je vais passer mes premiers diplômes fédéraux, donc là encore, l'ancien temps, donc les jeunes animateurs techniques et l'initiateur 1. Puis, au bout de 5 ans, il manque un éducateur, décide d'arrêter d'entraîner en début de saison. Mon père est en difficulté, cherche un éducateur pour du foot à 11 sur les 13 ans, les anciens U15. Et donc, je commence à aller vers le foot à 11. Et en parallèle, je poursuis initiateur 2, animateur senior. Ce qu'il faut savoir, c'est que le club de Torcy est un club qui bénéficie d'une certaine reconnaissance
dans l'espace francilien et même au-delà, hein, en tant qu'avec un espèce de, voilà, on pourrait le qualifier de rôle de club formateur. En tout cas, il est reconnu pour ça. Pourquoi? Parce qu'il offre la possibilité à certains jeunes d'être repérés par des structures professionnelles du fait des niveaux dans lesquels il évolue chez les jeunes. Et donc, pour chaque joueur qui signe à Torcy, ça devient une occasion à saisir à chaque match parce que voilà, les recruteurs sont présents. Et ça, c'est quelque chose dont je me rends compte assez vite, mais à partir des 13 ans. Voilà, parce qu'avant, c'était un peu jeune, hein, les poussins. Maintenant, ça commence. Hein, on voit que le recrutement se fait de manière de plus en plus précoce. Mais bon, l'idée, c'est pas de vous dire qu'à partir du moment où on va signer à Torcy, on peut rentrer en centre de formation, même si voilà, tout ce qui se passe sur les réseaux sociaux laisse à penser ça un petit peu. On voit hein, tout ce qu'on peut y voir, que ce soit les sites comme Paname Foot, Actu Foot, sont des choses où on a l'impression que tous les jours, il y a un jeune francilien qui signe. Comme si voilà, tout le monde pouvait tenter sa chance et que c'était quelque chose pratiquement quelque chose de facile. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que même à Torcy aussi, les chances d'envisager le football comme une activité professionnelle est extrêmement mince. Quand bien même un jeune intègre un centre de formation, ses probabilités de devenir footballeur professionnel restent très très faibles. On va dire, une fois qu'on a intégré le centre de formation, c'est de l'ordre de 1 pour 10. C'est ce qu'on entend à peu près, 1 pour 10, 1 pour 20. Voilà. L'autre chose dont je voulais parler très très vite, en parallèle de c'est que à la fac, très très tôt aussi, j'ai essayé de réfléchir, notamment par l'intermédiaire d'un prof de sociologie que j'ai rencontré en licence management du sport, qui m'a dit ça serait intéressant que tu nous racontes un petit peu ce que tu as pu observer lors de tes périodes de stage que tu as fait dans les centres de formation. Et donc, c'est d'essayer de montrer comment il y avait tout le temps chez moi, il y a tout le temps eu une tension entre ces deux mondes, entre le monde du sport d'un côté et le monde académique de l'autre. Et il m'a semblé intéressant de partir de mon expérience d'étudiant inscrit donc en thèse de sociologie à l'école des hautes études en sciences sociales et celle de salarié, au départ emploi tremplin, donc un emploi aidé, puis en CDI intermittent après en tant qu'éducateur dans le club de Torcy. Ce qu'on peut constater, c'est qu'il est assez marquant de constater donc, que très souvent, les sociologues qui choisissent pour objet le sport sont très souvent ceux qui sont traversés par des expériences personnelles en rapport avec le sport. Un peu comme si pour devenir sociologue du sport, il fallait être soi-même corporellement impliqué dans la pratique, et comme si la sociologie du sport venait un peu réparer des carrières sportives, on va dire inachevées. Alors, saison 2008-2009, je soutiens mon Master 2 donc, à l'école des hautes études en sciences sociales, et j'obtiens la même année mon brevet d'État premier degré. Ce dernier me permet l'année suivante d'entraîner les 14 ans fédéraux dans mon club de Torcy, donc là encore, qui évolue sur le plus haut niveau à cet âge-là, une catégorie aussi qui a disparu. Et donc, je m'inscris en thèse l'année où j'entraîne pour la première fois une équipe de niveau national. Les questions qu'on peut se poser, c'est voilà, toute ma carrière, et là je vais le mettre des deux côtés, que ce soit côté entraîneur de foot ou que ce soit du côté universitaire, ça a été un peu un tiraillement entre ces deux mondes. Un tiraillement entre ces deux mondes, puisque voilà, après ça, ce qui s'est passé, c'est que j'ai décidé de continuer. J'ai été en ATER et après employé contractuel à l'université de Reims, voilà, en sociologie, en STAPS. Et en même temps, j'ai continué à entraîner les 17 ans nationaux à l'US Torcy. Donc ça, j'ai fait ça pendant 8 ans. 8 ans, entraîneur des 17 ans nationaux et enseignant donc contractuel à Reims. Mais fin de saison dernière, les responsables du centre de formation du PSG me contactent et me proposent d'entrer dans l'encadrement de l'équipe U17, puisqu'ils cherchent un entraîneur adjoint pour travailler avec Stéphane Moreau, qui est alors ancien joueur professionnel, formateur au FC Nantes, puis directeur du centre de formation de Laval. Et lors de l'entretien, donc ça se passe début juillet,
ils me contactent et me disent, voilà, on aimerait te rencontrer, donc je me rends à l'entretien, et ils m'expliquent les raisons pour lesquelles ils ont pensé à moi. Et ça rejoint un peu ce que je vous ai dit sur les grands frères. Ils me disent, voilà, tu as l'expérience de ce championnat, ça fait 8 ans que tu te maintiens en 17 ans nationaux avec l'US Torcy, et surtout, ce qui nous a plu dans ton profil, c'est que tu connais la spécificité du contexte francilien et les jeunes de région parisienne. Donc c'est ça que j'aimerais questionner. Avec cette idée que ça semble démontrer une chose, c'est que ce qui est venu rechercher le PSG, ce n'est pas forcément une compétence technique. Ou alors ce n'est pas seulement une compétence technique. C'est aussi cette idée que ça soit un éducateur qui soit en adéquation avec ce qu'on pourrait appeler la spécificité des jeunes footballeurs de région parisienne. Voilà, des jeunes qui investissent le foot pour aussi le prestige social que ce sport confère, surtout pour des jeunes qui souvent sont plutôt dans une situation de relégation dans d'autres sphères que celle du sport, dans d'autres sphères. Et donc l'idée, c'était de se dire que je serais doté d'un espèce de capital banlieue qui me permettrait au PSG d'être en quelque sorte une figure et un mec proche des quartiers populaires. Et donc l'idée, c'est de revenir sur et de poser la question sur en quoi, dans les interactions que je pourrais avoir avec les jeunes de région parisienne, les jeunes franciliens, il y aurait un avantage à être issu de la région parisienne. L'autre, je vous ai parlé d'un deuxième temps dans lequel je présenterai une deuxième personne, qui est Mamadou, un coach U10 à Torcy, alors qui a un autre parcours, lui. Donc, il se fait appeler coach Mamad sur les bords du stade du Frémois, donc le stade de Torcy, et c'est aussi quelqu'un de la ville de Torcy. Il est issu d'une famille malienne, avec un papa ouvrier et une maman femme de ménage. Il est 3e enfant d'une fratrie de 6 enfants. Et dès l'âge de 8 ans, il s'inscrit donc dans le club de Torcy. Il passe un CAP boulangerie, puis il intègre le secteur de l'animation et devient animateur dans la ville de Torcy. Voilà. Très tôt aussi, dès l'âge de 13 ans, il décide de se mettre à entraîner, notamment dans la catégorie débutant. D'accord ? Et aujourd'hui, en plus de son travail d'animateur dans la ville de Torcy, il cumule plusieurs activités. Alors, il est entraîneur des U10A de Torcy, une équipe qui ne dispute pas le challenge U10 U11 comme la majorité des équipes de cet âge, parce que justement, comme un certain nombre de clubs de région parisienne réputés pour leur école de foot, ils se font des matchs amicaux tous les samedis matins entre eux. C'est une équipe aussi qui bénéficie d'une grande attractivité à Torcy parce qu'elle participe aux plus gros tournois français et même européens de la catégorie. Et donc, tout au long de l'année, la secrétaire, mais aussi Mamad quand il part en tournoi, sont sollicités pour savoir quand est-ce que se dérouleront les détections sur cette catégorie. Parallèlement, depuis cette saison, il est passé aussi sur le foot à 11. Voilà, l'équipe, il s'occupe de... L'année dernière, il avait l'équipe U17R1 qui s'est transformée en U16R1 là, avec la réforme des championnats. Donc c'est l'équipe qui était juste en dessous des nationaux. Une saison difficile pour Torcy, qui s'est maintenue à la dernière journée. Mais voilà, malgré cette saison très compliquée, en fin de saison, Mamad s'est absenté plusieurs fois, que ce soit le vendredi, que ce soit même de temps en temps le jour de match, parce qu'il avait des tournois avec les U10. Donc la question que je me posais, c'était de me dire comment ça se fait que, alors qu'on peut estimer que l'équipe plutôt de compétition, c'est celle du dimanche par rapport à celle des U10, il a toujours favorisé l'équipe U10. Et c'était finalement par rapport à la reconnaissance que lui accordait justement cette équipe U10. C'est-à-dire, voilà, participation à des gros tournois dans lesquels il a affronté pratiquement à chaque fois l'Ajax d'Amsterdam, le Barça, Chelsea, enfin voilà, pas exactement les mêmes adversaires que quand on dispute un championnat régional. En plus de ces deux activités, enfin de ces trois activités-là, donc animateur U10, U16R1 ou U17R1 l'année dernière, lors des vacances scolaires ou les dimanches matins, Mamad propose des cours de foot personnalisés, personnels, voilà, via la plateforme internet Superprof.
Voilà, donc là, on voit comment, d'une certaine manière, le football se conçoit aussi comme un loisir qui nécessite un investissement sérieux. Alors, on reviendra après peut-être sur les problèmes que ça peut poser quand, justement, on propose des cours en plus ou supplémentaires à des garçons qu'on entraîne aussi au club. Voilà, certains problèmes que ça peut poser. Et à cela s'ajoute, depuis 3 ans, une activité au sein d'une structure privée créée par un agent de joueurs. Voilà, une académie payante qui propose des matchs amicaux, généralement les mercredis après-midi, face aux structures professionnelles. Alors, l'idée de ce regard croisé entre Mamad et moi-même, c'était d'essayer d'expliquer que les profils des éducateurs au sein d'un club peuvent se révéler très différents, même si on parle de clubs de banlieue, même si on parle d'éducateurs de banlieue. La première chose qu'on peut dire, c'est qu'entre Mamad et moi-même, la transmission du capital footballistique a été différente. Mon père, président de club, m'a sans doute transmis ce que je serais tenté d'appeler une sorte de capital d'administration du football associatif. On voit que du côté de Mamad, la transmission était beaucoup moins importante, moins de ressources de ce côté-là. L'autre chose aussi, c'est qu'une lecture un petit peu rapide, traverser des valeurs associatives liées au bénévolat, au don de soi, à mon avis, loupe quelque chose dans ce qu'on peut penser de la trajectoire de Mamad. C'est-à-dire que pour moi, Mamad serait plutôt dans une forme d'injonction à une professionnalisation que je dirais par nécessité. C'est-à-dire que si il veut vivre du foot, il est obligé à un moment donné de multiplier les activités. Et il me semble que ça pose question, surtout dans le contexte social dans lequel on vit. Il semblerait qu'en Île-de-France, pour vivre du foot, il semblerait qu'il y ait une injonction à quitter ce qu'on pourrait appeler assez facilement le don de soi, toutes les valeurs qu'on associe à un moment donné au milieu associatif. Voilà. Merci beaucoup. Faut qu'ils me remettent du courant. Voilà, merci.